Bonjour à tous, je suis Léa. Et moi, c'est Lorlaï. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire Lépron. Celui qui est notre invité cette semaine, nous le connaissions bien, Léa et moi, puisqu'il est un peu notre voisin. Installé depuis une dizaine d'années à quelques kilomètres de Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain, nous le croisons tous les week-ends. Nous applaudissons ses victoires, et elles sont nombreuses. Nous observons son travail, nous admirons son équitation. Julien Gonin. En prenant le temps d'échanger avec lui pour enregistrer ce podcast, c'est drôle, mais on a un peu eu le sentiment de rencontrer Julien pour la première fois, de découvrir une histoire que l'on ne soupçonnait pas vraiment. Fils d'ouvrier, la vie lui a fait 2 cadeaux. Le premier, se passionner pour les chevaux qui, depuis ses premières années, l'attire. Et le second, mettre sur sa route celui qui deviendra une sorte d'ange gardien, l'homme de cheval, le cavalier de talent qui offrira à Julien ses premières armes équestres, Michel Robert. Cet épisode, c'est l'histoire d'un gamin sans le sou qui, grâce au fruit des rencontres, d'un travail acharné, d'abnégation et de passion, est devenu l'un des meilleurs cavaliers français actuels. Vous le découvrirez, la trajectoire de Julien n'a pas été lisse et linéaire, mais au contraire, elle fut pleine d'aspérité et d'enseignement. Vous le savez, sur I Am an Equestrian, nous faisons au mieux pour créer des alliances qui font sens entre l'invité et nos partenaires. Et pour ce 61e épisode, qui mieux qu'une association qui promeut le département de l'Ain pour être partenaire de ce cavalier installé au sein de ce même département et dont les valeurs locales sont bien ancrées. Vous l'écouterez au cours de cet épisode, mais Julien met autant de cœur à performer sur les plus belles compétitions mondiales qu'à revenir sur ses terres pour préparer ses chevaux d'avenir. Nous sommes donc partis à la rencontre d'un membre du bureau d'Equidin pour qu'il nous explique les tenants et aboutissants de cette association. Pour commencer, Claire, est-ce que tu peux nous expliquer et nous dire qu'est-ce que Equidin ? Oui, bien sûr, Equidin, c'est une association qui est dédiée à la promotion du monde du cheval et des professionnels de la filière dans le département de l'Ain et au-delà de ses frontières. L'Ain, c'est un territoire où l'histoire du cheval est profondément ancrée. Il a marqué les paysages de son empreinte et c'est l'une des principales terres d'élevage en France. Le conseil d'administration Equidin réunit toutes les branches de la filière. Les centres équestres, le tourisme équestre, les éleveurs, les organisateurs de manifestations, les passionnés de chevaux de trait. Pour résumer, c'est en fait un collectif de professionnels, mais aussi de passionnés, qui eux apportent au monde du cheval des compétences et du temps, ce dont ne disposent pas forcément les acteurs du cheval, surtout s'ils sont déjà impliqués dans leurs instances professionnelles. Equidin intervient presque exclusivement sur des actions de communication au bénéfice de tous. Notre association ne se substitue en aucun cas aux acteurs qui pourraient exister dans chacune des branches de la filière. Quelles sont les actions qui sont menées par Equidin chaque année ? Nous avons 2 axes principaux qui structurent nos projets. Celui de l'équitation en tant que qualité de vie, tournée vers le grand public. Cela concerne les habitants du département de l'Ain et le tourisme, les écoles d'équitation, les acteurs du tourisme équestre et les gîtes, les utilisateurs de chevaux de trait, les organisateurs de manifestations festives, culturelles et sportives. Et puis, un deuxième axe tourné vers les professionnels, celui de la production qui concerne l'élevage, la valorisation et le commerce. À la limite entre les deux, on trouve la compétition, avec des événements qui ont un intérêt à la fois pour le public en tant que spectacle et pour les professionnels grâce à la valorisation des chevaux. Equidin, depuis 8 ans, s'est surtout tourné sur la communication autour de l'aspect de la qualité de vie et du grand public au sein du département de l'Ain. Cette année, nous avons lancé une action de promotion de la production au niveau international. La création de cette dynamique a permis de regrouper des professionnels intéressés par le projet et de créer des outils de communication dédiés, comme le site internet Equidin Export. Nous participerons ainsi à une mission Univers Cheval initiée par la Chambre de commerce et d'industrie Auvergne-Rhône-Alpes et qui aura lieu pendant l'exposition universelle à Dubaï. Cette destination est peut-être pas celle qu'on aurait privilégiée d'emblée, mais l'occasion de l'exposition universelle nous a permis d'initier cette action et nous pourrons la reproduire aisément auprès d'autres pays. Et enfin, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que l'on devient membre d'Equidin et pourquoi ? Devenir membre d'Equidin, c'est adhérer, 25 € de cotisation annuelle, à une association pour bénéficier de toutes nos actions de communication et se faire connaître, mais aussi pour échanger entre tous les professionnels du monde du cheval. Nous le savons, c'est un monde facilement isolationniste et c'est en échangeant qu'on arrive à créer. C'est pour ça qu'Equidin est résolument tourné vers l'avenir. Allez, c'est parti. Bienvenue sur I Am an Equestrian, le podcast.
Salut Julien, merci beaucoup de nous recevoir ici chez toi. Pour une fois, on n'a pas eu besoin de faire des heures de route pour aller à la rencontre de cavaliers puisque tu es installé juste à côté de chez nous, à Saint-Martin-du-Mont. Dans cette région donc, où tu t'es installé en 2010, ça fait donc 11 ans que tu es ici dans la structure. L'idée, Julien, dans cette conversation, c'est de revenir sur qui tu es, comment et avec qui tu t'es formé, ce que tu as construit, la carrière que tu as aujourd'hui, évoquer aussi certains sujets impactants des sports équestres. Tu le verras, Julien, sans trop le vouloir, on a plus ou moins préparé cette interview dans un ordre assez chronologique, qu'on ne fait pas forcément, mais ça me semblait assez logique pour une fois. Pour le moment, on va d'abord essayer de comprendre qui tu es. C'est pourquoi, dans un premier temps, j'aimerais bien que tu puisses te présenter, nous expliquer peut-être quel a été ton parcours et les différentes étapes qui t'ont amené jusqu'où tu en es aujourd'hui. D'accord. Bon, c'est un peu long, mais on va attaquer du départ. C'est assez large. C'est assez large. Au départ de famille, je suis pas du tout destiné à faire ce métier, pas les chevaux, rien. C'était plus le rugby de famille. J'ai toujours été passionné, attiré des chevaux depuis que je suis tout gamin. Donc à côté de chez mes parents, il y avait donc un camp de gitans qui avait des chevaux attachés avec les chaînes et j'ai toujours été attiré par les chevaux. Il y avait un centre équestre pas loin, il passait souvent devant chez moi. Et depuis que j'ai 7 ans, 8 ans, 6-7 ans, j'ai toujours été attiré par cet animal noble. Et du coup, j'ai commencé à m'échapper de chez mes parents, à traverser la nationale tout seul à 7 ans, 8 ans et à aller au centre équestre à côté. Et donc j'ai commencé comme ça. Et à l'époque, le monsieur qui avait le centre équestre, dont les frères Mazet, qui avaient leur papa, et m'avait un peu pris comme son petit-fils parce qu'il n'avait pas de petits-enfants. Et donc, il m'emmenait de partout. En demandant à mes parents si un jour il devait me punir de quelque chose, c'était surtout pas d'aller là parce que c'est surtout le punir lui. Donc de ce jour-là, j'ai jamais eu une punition de ma vie pour aller aux chevaux. Voilà. Ensuite, tu as donc commencé à monter à cheval dans ce centre équestre. Ouais. Et puis, beaucoup d'années plus tard, tu as rencontré Michel Robert. Oui. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé entre-temps ? Entre-temps, mes parents étaient tous les deux d'un milieu ouvrier. Mon père travaillait à l'usine, ma mère est couturière de métier, nous a élevés, avait gardé d'autres enfants avec nous pour pouvoir un peu arrondir les fins de mois. Et après, elle était responsable de l'entretien de l'usine qui avait ouvert à côté. Et donc, moi, pour pouvoir monter à cheval, il fallait que je déborde des chevaux. Donc, au centre équestre à côté de chez moi, je prenais pas de reprise, pas de cours. Je montais sur des chevaux sauvages. Voilà, donc j'ai commencé vraiment... en plus, c'est vrai, c'est pas une connerie. J'ai pris des bonnes gamelles au début, mais voilà. J'ai commencé à faire du débourrage de chevaux, à ferrer aussi. Je tenais les pieds parce qu'il ferrait tous ses chevaux au centre équestre. Donc pour pouvoir monter un cheval à peu près dressé ou faire parfois un concours d'entraînement, à l'époque les concours club avec des chevaux qui voulaient plus sauter avec les clients. Il fallait que je fasse 2 journées pour pouvoir en monter un en concours. Voilà. Donc j'ai commencé comme ça jusqu'au jour où j'allais aider dans les fermes à faire les travaux agricoles, traire les vaches, lever les bottes de foin. J'ai atterri chez le voisin de Michel Robert, chez la famille Bellhomme. Voilà, et du coup, de là, j'ai pu aller chez Michel. Et c'est comme ça que je suis rentré là-haut. Et là, tout a commencé vraiment à être un peu plus dans la passion du centre équestre, enfin, de quitter le centre équestre et de plus aller sur la compétition, le saut d'obstacle. Mais c'était encore assez large. Hein. Donc tu as fait tes armes, vraiment, hein, tes armes de cavalier de compétition directement avec Michel Robert. C'est quand même pas anodin. Surtout qu'à l'époque, même si maintenant on le voit que c'est toujours un grand monsieur, mais à l'époque il était dans les meilleurs mondiaux. Je suis arrivé chez lui, j'avais 12 ou 13 ans. Ouais, 12 ans je crois. Donc au début, bien sûr, il me faisait pas monter, hein, je lui mettais les barres. Enfin, j'étais le petit gamin qui traînait toujours là. Et puis petit à petit, si le samedi je venais pas, il appelait le vendredi soir. Tu viens bien demain matin, il y a plein de chevaux pour l'hiver et tout ça. Et puis là, il se mettait à me faire sauter un petit peu tout ça. Voilà. Mais je faisais toujours mes études agricoles où dans ma tête, c'était plus d'être exploitant agricole, d'avoir des vaches qu'avoir des chevaux. Les chevaux, pour moi, c'était pas un métier. Voilà, donc je visais bien sûr d'avoir des chevaux dans ma vie. Je rêvais, par exemple, quand j'avais cet âge-là, mes parents, un week-end, ils m'avaient emmené voir la B1 d'Uriage. C'était Denis Troussier qui organisait ce concours au-dessus de Grenoble. J'avais vu Jean-Paul Charignon avec El Paso Platière, enfin tous les étalons qui aujourd'hui sont les grands-parents ou les arrière-grands-parents des chevaux d'aujourd'hui. Pour moi, c'était un rêve un jour de pouvoir sauter, par exemple, une B1, comme je voyais le Grand Prix d'Uriage, qui était une B1, une 1m35-40. Donc c'était un rêve, tu avais envie d'être dans les chevaux, mais tu l'avais pas forcément imaginé, quoi. Dans ta tête, tu y allais plutôt vers des études agricoles, peut-être vers un métier agricole. À quel moment, quel a été le déclic où tu t'es dit, c'est ça que je vais faire, c'est ce métier-là que je vais faire ?
Le déclic, c'est que je partais en école de commerce, export-import du bétail en Europe. C'était en Irlande. Donc après mon bac, je partais faire cette école là-bas. Et Michel Robert m'a dit, écoute, je veux pas que tu continues à travailler dans les vaches, je veux que tu travailles avec moi. Et donc je lui ai dit, ouais, mais bon, je vais travailler avec toi, j'ai pas le monitorat, j'ai rien. Le jour où toi t'arrêtes, moi je vais faire quoi? Et donc j'ai réfléchi un peu. Et du coup, j'ai arrêté ce cursus-là. Je suis pas allé en Irlande faire cette école. Et j'ai fait mon monitorat, du coup, à la place, pour dire d'avoir quand même un examen. Et puis à la suite, poids lourd, super lourd. Et le jour où je devais être embauché chez Michel, j'ai dit, j'avais fini donc l'apprentissage du monitorat. J'ai dit, je vais peut-être essayer de le faire tout seul. Si j'y arrive pas, ça sert à rien, je continue. Et du coup, je me suis mis à mon compte. Et là, on est au 1er avril 2004. Voilà, je me mets à mon compte. Mais bon, avant ça, j'avais jamais fait de compétition. Le jour où j'ai eu mes 18 ans, en allant chez Michel, je montais les chevaux des éleveurs à côté, le matin avant d'aller à l'école, le soir en rentrant de l'école. Je montais entre 6 et 7 en allant à l'école toute la journée. Donc à 5h30, j'étais parti déjà de chez moi. Été comme hiver, qu'il y ait de la neige ou pas avec ma mobilette, j'allais monter 3-4 chevaux le matin, dans la nuit. Hein. Et le soir, quand je rentrais l'hiver, pareil, j'en sortais encore 2, 3, et je rentrais après. J'ai fait ça toute ma jeunesse, j'avais pas le choix. Hein. Tu vois, des cavaliers qui ont ce rythme de vie-là, qui se lèvent très tôt, des jeunes, etc. On en a croisé beaucoup, mais la plupart étaient déjà en train de nourrir en fait l'envie de faire du haut niveau. C'est-à-dire que oui, on s'investit beaucoup, mais on sait qu'on va atteindre le haut niveau. Toi, dans la posture dans laquelle tu étais à l'époque, tu te disais, je vais travailler dans les chevaux et je vais dépenser autant d'énergie, autant de temps, etc., de ressources pour travailler dans les chevaux, ou déjà tu te disais, je vais faire tout ça pour atteindre le haut niveau un jour? Non, là j'essayais de progresser, de déjà avoir ce profit de valoriser des chevaux pour les vendre, parce que les chevaux des éleveurs, là, je m'en servais pour progresser, mais j'en vendais déjà. Parce que moi, quand j'étais tout gamin, je me suis acheté mon premier Shetland avec mes économies de Noël, des étrennes de ma famille depuis que je suis tout petit. Et le Shetland, une fois qu'il a été dressé, attelé, je l'ai vendu et j'en ai racheté un plus grand. Et le Welsh que j'avais dressé, je l'ai vendu, j'ai acheté un trotteur réformé de course. Le trotteur, une fois qu'à 3 ans, il faisait déjà des épreuves à 1m20, parce que je l'avais acheté réformé à 2 ans. Le pauvre trotteur, le jour de ses 4 ans, je l'ai vendu au club et je l'ai changé contre une jument immontable avec qui j'enchaînais déjà 1m60 dans la carrière. Voilà. Et après, cette jument, je l'ai revendue parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment plus de sous et j'avais même plus de quoi la nourrir. Et puis, une fois que j'ai vendu cette jument, j'ai racheté à nouveau un trotteur et j'ai recommencé. Voilà. Mais ça, c'est un système, entre guillemets, qui t'a suivi dans le temps. On en reparlera tout à l'heure. Ouais. On va réaxer un peu l'interview sur toi. Quand on parle de toi, et nous on te connaît bien, on te voit quand même beaucoup au concours et voilà, dans la région, t'es quelqu'un qui est toujours très jovial, de bonne humeur. J'ai l'impression que tu prends toujours les choses du bon côté. Est-ce que tu peux nous dire, d'après toi, qui tu es, quels sont tes traits de personnalité et de caractère? Si vous demandez dans les écuries en bas, je suis pas comme ça tout le temps. Hein. Non, alors si, je souris tout le temps, mais après je suis très speed au boulot. C'est-à-dire que je veux tellement que ce soit tout bien. Je crois que je suis vraiment très chiant. Voilà, mais c'est parce que je veux la perfection. Je veux, de toute façon, il n'y a pas de secret pour faire du haut niveau. C'est pas en étant sans rigueur et sans avoir envie qu'on réussit. Hein, ça, c'est sûr. Donc après, mes traits, c'est vrai que comme on peut voir de l'extérieur, je suis très très cool, très souriant, très jovial, on peut dire. Mais à la fin, au fond de moi, je suis jamais sûr de moi. Voilà. Enfin bon, après, je crois que il y a des écuyers qui ont écrit il y a des années, celui qui croit tout savoir ou qui sait, qui est pas dans le doute, il réussit plus. Hein. Ça, je crois que aujourd'hui, si on demande aux meilleurs cavaliers qui existent, même aujourd'hui, on est toujours dans le doute. Sinon, si on croit tout savoir, je crois que ça marche plus. Hein. Et alors justement, nous on te voit souvent au concours, comme le disait Léa, sur des épreuves type warm-up où t'as pas toujours tes chevaux de tête, c'est pas toujours des cracks, et t'as toujours le sourire. D'où tu tires en fait cette envie de toujours aller au concours, ce plaisir que tu as d'aller au concours, même l'hiver, même dans des warm-up le matin sur des pistes qui sont pas la Coupe du Monde de Vérone ou de Lyon, quoi. D'un autre côté, moi j'ai autant de plaisir j'ai rentré aujourd'hui, donc on est le 17 novembre je crois, ouais. J'ai rentré tous les chevaux du parc aujourd'hui, donc il y a des 3 ans, des 4 ans, des 5 ans. Il y en a une quarantaine qui vont passer cet hiver dans l'écurie au dressage et au testage. Et je suis, alors ok, aujourd'hui ça me fait un peu bizarre que ce soit à nouveau tout plein et qu'il va avoir entre 50 et 70 chevaux à bouger par jour, mais par rapport au rythme d'été qui est plus cool quand les chevaux sont dehors,
où il y a juste mes vieux chevaux de concours. Mais d'un autre côté, j'ai autant de passion à aller détecter tous ces jeunes chevaux et de les emmener tout en haut que faire comme beaucoup, même si je le critique pas, hein, parce que chacun a son envie, mais avoir des chevaux déjà pratiquement mis et aller faire du haut niveau, moi, ça me fait pas vibrer du tout. Voilà, j'aime bien aller faire du haut niveau, mais avec mes chevaux que j'ai emmenés de A à Z. Et de la même manière, ça rejoint un peu ce que tu dis, Lorelai. On te voit à la fois extrêmement compétiteur, que ce soit sur la Coupe du Monde de Lyon, de Vérone ou ailleurs, que à Bourg, ici, à 5 minutes de chez nous, dans la 1m20 du matin, avec un cheval de son niveau. D'où est-ce que ça te vient ? Est-ce que tu as toujours été comme ça, toujours avoir eu l'envie de gagner ? Alors, l'envie de gagner, parfois aujourd'hui et maintenant avec du recul, quand je repense au passé, il y a plein de chevaux que j'ai abîmés, que malheureusement, s'il n'y avait pas eu, enfin je pense, hein, c'est pas sûr à 100%, mais il y a beaucoup de chevaux, si j'avais pas eu cette pression financière, moi avant, dès que j'entre en piste, il fallait que je gagne. Parce qu'il n'y avait pas de sponsor, il n'y avait pas d'argent, les engagements ça coûte cher, même si aujourd'hui le système coûte de plus en plus cher, avant ça coûtait déjà, quand vous n'avez pas de rond, d'aller au concours et de bouffer des ronds, ça tient pas longtemps. Donc depuis que j'ai commencé à faire du concours, moi il fallait que ce soit rentable. J'ai mis la première fois de l'argent sur le compte, j'en ai jamais remis. Hein. D'ailleurs je pouvais pas parce que de toute façon il n'y avait pas d'argent, l'argent pour vivre venait de là, donc... Est-ce que tu as réussi à construire en partant vraiment de rien, c'est-à-dire d'un milieu plutôt très modeste, ouvrier, etc., Ouais. et à atteindre le haut niveau? Tu penses que c'est reproductible pour un jeune aujourd'hui ou c'est devenu, avec le temps, 15 ans plus tard, plus compliqué? Ça vient de plus en plus compliqué, mais celui qui se bouge en étant poli, qui se bouge le cul, il peut encore. Hein. Mais il va falloir qu'il y aille. Parce que ce que j'ai fait avant d'avoir des chevaux, ça c'est vraiment le côté un peu négatif que je peux tirer de mon passé, mais à la fois c'est ce qui m'a permis de réussir. Avant je prenais que des chevaux rétifs et je les faisais aller. Voilà. Mais aujourd'hui, avec le bien-être animal et tout ça, c'est un métier que j'ai fait avant qui aujourd'hui ne fonctionne plus. D'ailleurs, j'ai eu, il y a pas si longtemps que ça, des chevaux qui étaient dans un état, parce que physiquement, ça allait pas. Avant, j'aurais tout fait pour qu'ils aillent. Là, j'ai dit, déjà, avant d'essayer d'insister, il faut faire des examens de santé, il faut faire tout ça. Qu'avant, on n'était pas là-dedans. Voilà. Donc, ce que j'ai fait avant, c'est sûr qu'il y a des choses que je ne leur ferai pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est encore possible que des jeunes qui commencent puissent arriver. Parce que d'un autre côté, il y a des choses qui coûtent plus cher. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce qu'on peut se faire vendre et tout ça, avec le nouveau système d'aujourd'hui, c'est possible de se vendre et de réussir. On ne peut pas rester sur le passé et dire maintenant c'est comme ça, avant c'était comme ça. Non, chaque chose va avec son temps. Il y a des choses, il y a 20 ans que je faisais qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Mais des choses qu'on fait aujourd'hui dans notre système, on ne les connaissait pas et on ne les faisait pas avant. Et est-ce que tu le regrettes? Est-ce que tu penses qu'on a perdu certaines choses d'efficacité? Ou est-ce qu'au contraire, tu trouves que malgré tout, ça évolue dans le bon sens et tant mieux que ce soit aussi devenu plus restrictif et plus contraignant dans la gestion des chevaux? La vie en général est comme ça, je crois qu'il ne faut pas revenir sur le passé. Il y a une évolution, dans tous les sports c'est pareil. Avec le cheval, bien sûr, c'est plus complexe parce qu'il y a l'animal, il y a le bien-être animal. Mais non, je pense qu'on n'est pas du tout... je pense que le retour en arrière, j'y crois pas parce qu'aujourd'hui, on va de mieux en mieux. Je ne crois pas qu'il y ait d'exagération. Alors l'exagération, pour moi, elle est vraiment, par exemple, sur le côté publicité, les réseaux sociaux, où il y a des gens qui lynchent gratuitement les gens, alors que, voilà. Moi, pour ma part, il y a plein de fois où j'aimerais partager des vidéos de ce que je fais dans le travail. Une fois que j'avais Soleil de Cornu, donc mon cheval que j'ai vendu en 2017, avec lequel je faisais les Coupes du Monde. Je suis sans faute dans le plus gros Grand Prix de la Terre à Calgary. Un jour, je m'amusais à sauter sans filet, juste avec une corde autour du cou, juste une cordelette. Et on a mis, parce qu'on trouvait ça sympa, que c'était... je sais pas, il y a eu 15 commentaires, il y en a 10 qui m'ont démonté en disant « Mais comme c'est fait, ça va pas ». Parce que je faisais 2 pas de côté en liberté, et puis ça allait pas comme... À la fin, je partageais ce que je faisais, je ne demandais pas de déboîter, donc à la fin, je le fais plus. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, j'évite maintenant de partager mon quotidien, alors que j'aimerais bien le partager. Mais à la fin, s'il y a des gens qui veulent venir voir, il y a plein de gens qui passent. La porte est toujours ouverte. Mais voilà, après de moi-même, je ne vais pas diffuser des choses que je fais chez moi en disant ce que je fais, c'est la vérité. Alors ça, voilà, ça, je m'en fous. Enfin, je ne veux pas le faire d'ailleurs. Voilà, qu'avant, ça existait moins, pour moi. Et pourtant, on parle de plus en plus, alors j'empiète un peu sur le reste de l'interview, mais oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup du fait que les sports équestres sont
peu médiatisé, moins médiatisé qu'à l'époque, avec notamment la perte d'Equidia, RMC Sport, etc. Jean Rochefort aussi. Voilà, notamment. Voilà, qui a été un gros moteur. C'est lui qui a mis vraiment en avant pour les Jeux d'Athènes, sur la 2 ou la 3, je ne sais plus. Les micros sur les obstacles, c'est Jean Rochefort aussi. Ce qu'on entend quand on saute à Lyon et qu'on entend le cheval frapper de partout, c'est Jean Rochefort qui a mis ça au point. Et pourtant, les réseaux sociaux aujourd'hui participent vraiment à la médiatisation. Ça montre la façon de travailler, ça montre l'intérieur du décor. Et aujourd'hui, il y a plein de cavaliers comme toi qui, malheureusement, se brident et ne montrent pas tout. Voilà. Moi, j'ai rien à cacher. Il y a plein de gens qui viennent. Je cache rien. Mais voilà, si c'est pour mettre des choses et se faire démonter par des groupes de gens qui ont rien à faire d'autre, parce qu'en principe, ces gens-là, on les voit jamais briller le dimanche après-midi. Hein. Voilà. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. Non, c'est vrai complètement. Parce qu'avoir des critiques constructives, c'est bien. Moi, d'ailleurs, si quelqu'un vient me voir et me dit un truc, je préfère qu'il me dise un truc qu'il voit qui le choque que c'est bien. Voilà, ça sert à rien quelque part. Tu sais, on a parlé de ça avec Pénélope Le Prévost dans une interview qui vient d'être diffusée. On a notamment parlé évidemment de Tokyo, de sa contre-performance qui était vraiment pas celle qu'elle attendait, évidemment. Et puis de la suite sur les réseaux sociaux, tous les messages qu'elle a pu recevoir qui étaient extrêmement critiques. Est-ce que toi, ça t'arrive aussi de craindre un peu ce retour de bâton quand tu fais une contre-performance, quand tu fais pas ce que tu voudrais, de craindre un petit peu ce que vont pouvoir dire les gens, ou est-ce que vraiment tu arrives à t'en affranchir et à pas t'en inquiéter ? Après, moi je suis pas je m'en foutisme du tout. Mais pour avancer dans la vie, faut pas attendre le regard des autres. C'est-à-dire que je vois trop de gens dans mon expérience qui ont souffert du regard des autres. Moi, s'il y en a qui m'aiment pas, à la fin c'est pas grave. Hein. Ça m'embête parce que c'est peut-être moi qui ai fait quelque chose de mal, mais en réfléchissant, parfois on n'y est pour rien. Hein. Il y a plein de gens, moi au début, qui me jalousaient. Parce que Michel Robert m'a prêté des chevaux, m'a mis en avant, m'a aidé quand même. Hein. On a été très peu sur la partie de Michel, mais Michel m'a beaucoup aidé. On va en parler. Il m'a emmené en concours et tout ça. Et je suis arrivé en concours et il y a des gens qui me jalousaient, c'est-à-dire qu'il y avait ce petit merdeux parce que j'arrivais, je souriais, personne me connaissait, puis d'un coup je gagnais là 1m40 alors que personne m'avait jamais vu, mais j'avais pas d'expérience moi. Mais en fait, ils savaient pas que moi j'avais rien. C'est seulement parce que je bossais comme un malade et que Michel me faisait plaisir que je partais en concours avec le camion bleu marqué écurie Michel Robert parce que j'avais mon poids lourd ou je partais avec un groom. Mais Michel, il faisait ça pour me faire plaisir parce que je bossais comme un malade et puis voilà. Et puis les chevaux que j'emmenais en concours, je les avais déjà vendus, j'en revendais. Donc à la fin, c'était rentable aussi pour Michel. Je crois pas qu'il ait bouffé d'argent avec moi non plus. Moi non plus, mais ça a été bénéfique pour les deux. Mais donc il y a beaucoup de gens à ce moment-là qui étaient assez négatifs avec moi, pas gentils. Ou pas très agréable parce qu'ils croyaient que j'étais un gamin plein de thunes que mes parents m'avaient foutu là et puis voilà, mais en fait c'était pas ça du tout. Et donc le jour où tout le monde s'est rendu compte que c'était pas ça, c'est vrai que ça a changé aussi le regard des gens. Tout à l'heure, tu nous parlais du fait que tu avais donc fait des études en agricole, ouais. Que tes parents venaient un peu de ce milieu-là, de la terre. Il me semble que ce rapport à la terre, pour toi, a toujours été très important. T'as beau être un cavalier de haut niveau, tu continues à faire tes foins, on te voit beaucoup dans ton tracteur par ici. Tu t'occupes largement de la globalité des écuries. Est-ce que c'est un équilibre qui est indispensable pour toi aujourd'hui, de pouvoir cultiver encore ces racines malgré ton ascension vers le haut niveau ? En fait, depuis que je me suis mis dans la tête ma ligne de conduite en me disant si je réussis pas dans ce métier, je retournerai dans le commerce de bétail, ce que je savais faire et qui est un vrai métier. Et du coup, je me suis toujours dit, dans mon système, je rêverais d'avoir un système où j'ai tout de A à Z. C'est-à-dire que je cultive parce que je sais le faire et puis c'est ma passion. Je donne à manger ce que je produis. Les chevaux que je vends, c'est des chevaux que j'ai produits. Même si l'élevage, j'en fais aujourd'hui, moi, entre mon copain Jérôme Aguetas, mes autres copains avec qui j'ai des chevaux, ici, maintenant, il y a 9 mères. Donc, il y a 9 poulinières, donc plus l'IXI et tout ça. Autour de l'écurie, il y a beaucoup de chevaux qui naissent dans le système. Mais voilà, aujourd'hui, ça a toujours été pour moi, dans mon système, cette vision de pas seulement monter à cheval, prendre des chevaux dressés de sponsors, monter dessus et vraiment faire mon truc à moi de A à Z. Soit les faire naître, soit en acheter parce que j'achète beaucoup, je revends beaucoup. Voilà, sans faire vraiment du commerce comme Laurent Guillet qui est vraiment commerçant de chevaux de sport. Moi, si je les revends, c'est parce que soit ils vont pas assez pour moi, soit quand ils sont tout en haut, je les vends pour vivre, quoi. Voilà.
Est-ce que tu peux nous en parler de ce système que tu as construit qui te permet aujourd'hui à la fois de faire du sport, on va dire, local, avec beaucoup de jeunes chevaux dans les épreuves, on te voit encore vraiment dans ces épreuves-là, dans les cycles classiques, t'es présent, à la fois de faire du circuit national et puis évidemment de l'international. Tu étais à Vérone il n'y a pas très longtemps, tu as été à Lyon, tu as déjà accédé avec Soleil aux épreuves Coupe du Monde, mais tu continues d'exister en 5 étoiles. Comment tu te structures en fait ? En fait, les premières Coupes du Monde que j'ai fait, c'était avec Sandro à Lazio, donc ça c'est 2007. Donc ça fait longtemps. Donc à chaque fois que je vends un cheval, je redescends, je reconstruis et je recommence. Alors j'aimerais bien arriver à progresser parce que j'ai toujours recommencé mes lots de A à Z. C'est-à-dire que j'ai toujours eu ce qu'on appelle un piquet de chevaux, c'est-à-dire qu'on a un lot. Dans ce lot de chevaux qui fait du concours avec nous, il y a une hiérarchie, il y a le meilleur et après c'est une pyramide, hein, voilà. Et dans cette hiérarchie-là, j'ai jamais réussi à vendre mon bon cheval et à faire monter les autres et à continuer. Et ça, j'essaye de progresser, mais jusqu'à présent, jamais réussi. C'est-à-dire que j'ai vendu Sandro à Lazio, j'ai jamais réussi à le mettre cheval de tête, et du coup, j'ai vendu les 4 qu'il y avait en dessous. Enfin, j'ai tout vendu, j'ai tout recommencé de A à Z. J'avais Soleil, derrière, j'avais une étoile qui était quand même compétitive, hein, une étoile à Calgary. Je suis sans faute dans le Grand Prix du samedi à 1m60, donc elle classait de 1m50 à 1m60. Mais le jour où je l'ai vendue, elle m'allait plus en jument de tête. Pareil, je l'ai vendu, enfin je l'avais confié à Michel au début, et j'ai recommencé un nouveau lot. Voilà, comme Valou et Caprice aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans ma progression, j'aimerais bien arriver le jour où j'en vends un des deux, par exemple, même si c'est pas demain que ça va se faire, c'est que tout ce qui vient derrière prenne le relais et que j'arrête de refaire de A à Z mes lots. Voilà, ce qui me permettrait de rester plus souvent à haut niveau. Mais le haut niveau, pour moi, n'est pas complètement rentable. Tu arrives à identifier ce qui te manque justement pour réussir à avoir un turnover un peu plus stable, un peu plus étoffé. Est-ce que tu arrives à voir un petit peu avec la hauteur, avec le recul maintenant, là où il va falloir que tu progresses, là où il va falloir que tu ailles chercher d'autres ressources, ou est-ce que pour l'instant, tu n'as pas encore trouvé la solution ? La solution, je crois que c'est quand même que derrière son bon cheval ou ses deux bons chevaux, il faut en avoir une dizaine stable, bien, prête à monter, quoi. Donc jusqu'à présent, j'ai toujours produit un cheval de Grand Prix tous les 3-4 ans, que j'ai emmené à 5 étoiles faire Coupe du Monde, Coupe des Nations et que j'ai vendu. Mais maintenant, il faudrait que j'arrive à en avoir 2 ou 3 et puis que derrière, j'ai un réservoir qui permette d'étoffer dès qu'il y en a un de vendu. Mais donc, c'est encore un volume supplémentaire. C'est pour ça que il y a beaucoup de jeunes chevaux derrière que je vieillis. Alors, c'est un système très lourd parce que c'est moi qui entretiens tout. Ça coûte... il y a les salaires, il y a tous ces chevaux à nourrir, tout le travail. Mais le but, c'est que quand j'en vends un de haut niveau, ça finance ce système-là. Mon but, c'est celui-là. Voilà. Et qu'à côté de ça, j'ai toutes mes matières agricoles, le compost, le fumier pourri que je vends à des jardineries où on fait des sacs de fumier bio de cheval. Donc ça, c'est un atelier qui rapporte aussi à l'année. Les foins, la paille, les cours, un peu quand même de pension, mais très peu. De chevaux de propriétaires que je monte moi, pas que de gens viennent monter ici, qui me permettent d'étoffer et de maintenir ce haut niveau, enfin ce niveau-là. Et depuis l'année dernière, donc j'ai signé le partenariat avec la laiterie Montaigu. On peut en parler directement parce que cette année et dès aujourd'hui, non mais c'est vrai. Tu vas avant sur nos questions, mais vas-y. Voilà, par exemple avec la laiterie Montaigu, à la base Caroline et Johan qu'on voit sur les concours. Et les parents, la tante et les parents de Caro qu'on voit sur les concours. Donc, c'était des gens qu'on se connaissait, on était amis. Voilà. Johan a travaillé avec moi dans le passé, voilà, qui est cavalier avec moi de la laiterie Montaigu. Et du coup, aujourd'hui, on a signé ça depuis septembre l'année dernière. Voilà. Et ça m'a permis, bien sûr, d'avoir accès aux 5 étoiles avec ce partenariat-là et de gagner beaucoup plus d'argent avec les gains. Donc, bien sûr, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc, après, on tombe dans un cercle qui est beaucoup plus facile. Voilà. Bon, j'avais dit que cette interview serait chronologique, mais du coup, on est parti dans tous les sens. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Non, mais on peut réaiguiller. On va réaiguiller. Parce que j'avais aussi prévu qu'on parle de Michel, mais on y viendra après, évidemment. Mais pour continuer un peu dans ce système, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression que tu as toujours fonctionné un peu comme ça. Moi, je me rappelle quand tu montais Quel mois de Pépita. Oui. Tu es allé au Portugal faire une tournée. Je crois que tu as mis un peu de temps à arriver jusque là-bas, si je ne me trompe pas. Beaucoup de temps. Mais tu es arrivé là-bas, et c'est ce que tu disais, un peu sans un sou en poche. J'avais plus de sous. Voilà. C'est pas sans, j'en avais plus. J'étais à découvert sur mon compte à cause des réparations sur l'autoroute, là, pour descendre. J'avais plus de sous.
Et donc, t'es arrivé là-bas, t'as bien performé. De toute manière, t'avais pas trop le choix. Ouais, j'avais pas le choix déjà. Et tu as vendu cette jument formidable qui était Quel mois de Pépita pour racheter ensuite un autre cheval, Soleil, et d'autres. J'imagine que j'en rate quelques-uns entre-temps. Il y en avait, ouais. Voilà, j'ai fait des conneries au milieu, ouais. Okay. Ouais. Alors, quand je suis allé au Portugal, que j'avais plus de sous, à l'époque, ici, du coup, j'avais quand même 2-3 affaires en cours qui s'étaient réalisées. Donc, heureusement, j'avais eu un peu d'argent. Et c'est là où j'avais acheté Quel mois de Pépita avec, j'avais plus rien. J'avais gagné assez de gains pour tout payer là-bas et avoir un tout petit peu de sous pour remonter. J'avais su que j'avais 2-3 affaires qui s'étaient faites ici. Et du coup, j'avais pu, avec tout ce que j'avais gagné, acheter Quel mois de Pépita. Mais pas entièrement. Oui. Parce que, justement, monsieur Gasnier et Alain, le propriétaire, l'éleveur de Quel mois de Pépita, je l'avais supplié. Je sais pas pourquoi j'étais tombé amoureux de cette jument, mais après, je l'ai su, mais voilà. Et du coup, il m'en a vendu qu'une partie. Voilà. J'avais acheté 66% et il gardait 33%. Et puis, donc, c'est ce qu'on disait, quelques années plus tard, tu as dû la revendre pour en racheter plus après. Comment est-ce que tu as vécu ces départs-là? Parce que j'imagine que quand on perd une jument qui était à cette époque-là pour toi une jument d'exception, repartir à zéro, même si, ok, tu gagnes de l'argent et tu repars pour reconstruire quelque chose, j'imagine que les choix sont difficiles, au même titre que quand tu as vendu Soleil de Cornu qui t'a emmené faire le Grand Prix de Calgary. Comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que tu t'es dit assez sereinement, c'est pour reconstruire, ou forcément on doute aussi de l'avenir, quoi? Quand j'ai vendu Quel mois de Pépita, donc je l'ai vendu à Michel Robert, au début pas entièrement, donc on était 3 associés. Voilà, elle a gagné le top 10 et après j'ai vendu le reste de mes parts à Michel Robert, bien sûr en entente avec Alain Gasnier qui était encore aussi copropriétaire. Et là, quand je l'ai vendu, j'étais en dépression, parce que c'était mon prolongement. Hein. Ah oui. La fusion qu'on avait, mais elle m'entendait, mais de loin, hein, mais elle devenait folle dans le box, elle hennissait et tout ça, elle était incroyable. J'adorais cette jument, mais moi, j'avais besoin d'avancer, de vivre. Je voyais aussi que cette jument, elle avait un potentiel énorme. Et puis d'un autre côté, il y avait Michel qui avait moins de chevaux. Et je voyais cette jument un peu comme, pas un remerciement, mais oui, quelque part on peut dire comme ça. Parce que j'aurais eu des offres avec des zéros de plus que je l'ai vendu à la fin, Michel. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec Michel, j'avais envie aussi de lui faire plaisir. Pour moi, cette jument, c'était vraiment un level de compétition énorme. Et donc ça m'a fait plaisir et aujourd'hui je regrette toujours pas, je le referai de lui laisser plutôt que la vendre des millions et que ce soit lui qui l'ait. À l'époque que c'était, ça m'a fait plaisir de le faire. Nous sommes déjà à mi-épisode. On espère que cet échange à la fois brut, sans filtre et tellement sincère avec Julien Gonin vous plaît. Si j'étais vous, je ne m'éloignerais pas trop, car la suite est aussi spontanée que l'histoire est belle. Il nous reste à évoquer en profondeur un élément phare de cette carrière, le sujet du maestro, Michel Robert. Nous souhaitions aussi dire un mot tout particulier au sujet de la laiterie de Montaigu, partenaire titre de Julien et qui participe très largement à la vie de notre sport. Et depuis un moment, nous aimerions partir à la rencontre de Caroline Sablereau, la directrice de la laiterie, afin de mieux comprendre cette success story. Alors, ça vous plairait? Si c'est le cas, dites-le nous en message privé sur Instagram. Je termine ce mot en vous disant un très grand merci concernant toutes vos écoutes et messages reçus suite à notre épisode consacré à Pénélope Le Prévost. I Am an Equestrian se développe chaque jour et c'est grâce à vous. Je vous laisse en compagnie de Julien Gonin. On rebondit souvent sur un épisode qu'on a enregistré il y a très longtemps avec Sophie Dubourg, mais qui nous avait dit quelque chose de très intéressant et c'est pour ça qu'on le réutilise souvent. Mais c'est qu'elle nous disait que oui, on pouvait un peu taper, on reparle un peu des réseaux sociaux, mais le grand public pouvait un peu taper sur les cavaliers qui vendaient leurs bons chevaux, qui perdaient un cheval peut-être pour l'équipe de France ou autre. Par contre, c'était vraiment ce qui permettait à un jeune cavalier de construire ses bases. Est-ce que toi, tu conseillerais aussi à un jeune cavalier, comme toi tu l'étais à l'époque, de reproduire ce système-là aujourd'hui? Garder les chevaux, non. Pour l'instant, y a pas de secret. De toute manière, faire du 5 étoiles, c'est pas rentable. Voilà. C'est pas rentable. Vous prenez tous les cavaliers français ou même des étrangers, lequel est devenu plus riche qu'avant. Aujourd'hui, les sponsors qu'ils avaient, vous les voyez encore?
Non, parce qu'au bout d'un moment, tout le monde s'étouffe. C'est pas qu'ils deviennent de plus en plus riches, c'est que ça coûte tellement cher de faire du haut niveau. Donc moi, j'ai réfléchi à mon système. D'arriver comme je le fais, ça me rapporte. C'est-à-dire que je vais en haut avec des chevaux que je fabrique dans mon système à moi, où je m'accroche pas non plus à aller faire du 5 étoiles quand les chevaux n'ont pas le niveau. Et je redescends, j'en reforme, et après je remonte. Dans ce cas-là, je gagne. Et quand je gagne. Donc dans ce cas-là, moi, je peux pas me permettre de perdre. De toute façon, l'argent, il vient de là pour vivre. Voilà. Même si j'ai quelques ateliers autour qui me permettent d'étoffer, d'épauler un peu le système, voilà, moi, les chevaux, il faut que ce soit rentable. L'autre configuration qu'on voit souvent, et donc pour le coup, c'est pas l'option que tu choisis toi, mais qu'on voit souvent dans le sport, c'est le cheval vitrine, c'est-à-dire les jeunes cavaliers ou les cavaliers intermédiaires qui ont un très bon cheval, qui arrivent à l'écurie ou qui se forment à l'écurie, et ils décident de le garder plutôt que de le vendre pour exister en tant que sportif, pour accéder, pour prendre de l'expérience. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou vraiment à chaque fois que tu as eu la possibilité, tu as plutôt misé sur l'autre option qui est d'alimenter en fait ton système et en te disant je reviendrai dans le sport plus tard? Pour moi, aujourd'hui, si je fais par exemple dans les 20 dernières années, tous les gens que j'ai vus qui ont refusé de vendre les chevaux, après, on les a plus jamais revus. Voilà, c'est simple. Aujourd'hui, par exemple, il y a un couple en France qui était extraordinaire, je peux le dire parce que c'est un copain, Stéphane Lafouge avec Gablou des Ors. Il aurait pu le vendre très cher, il a décidé de le garder. Il l'aurait vendu, il aurait pu s'acheter une belle propriété ou racheter 4 bons chevaux et garder de l'argent de côté. Il l'a gardé jusqu'au bout. Et à la fin, les gains de concours, ça paye les fous frais, mais ça ne permet pas de se construire une maison, une propriété, d'avoir de l'avance pour plusieurs années. Donc, il y en a plein d'exemples. Mais après, c'était son choix. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, pour continuer à avancer, pour avoir un système de plus en plus gros qui me permette d'être à l'aise, et finalement, malheureusement, c'est le nerf de la guerre, mais d'avoir une trésorerie assez grosse pour pouvoir tenir 3-4 ans sans vendre un bon cheval et alimenter, c'est-à-dire que j'ai suffisamment d'argent en économie pour avancer, alimenter ce système qui n'est pas rentable au début. Il n'y a pas le choix. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Après, les jeunes caves qui veulent garder leur vieux cheval, leurs chevaux de cœur et machin, s'ils ont de l'argent d'à côté, bien. Mais s'ils n'en ont pas, je ne sais pas d'où ça va venir. On va venir à parler donc de Michel Robert, que nous on avait enregistré il y a 1 an maintenant au moins, qui semble être donc vraiment un mentor pour toi. Il t'a d'ailleurs beaucoup encouragé au début en t'offrant notamment une part d'un cheval qui t'a permis d'aller sauter tes premières grosses épreuves. Idée fixe de rôle, exactement. Est-ce que tu peux nous dire un peu largement, alors là encore c'est une question large, mais qu'est-ce que Michel t'a apporté outre l'aspect technique? En quoi et pourquoi est-ce que tu t'inspirerais et peut-être encore toujours de lui? C'est l'évolution du sport. Moi, Michel, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Bientôt, là, dans quelques mois. Pour dire pratiquement que je les ai, malheureusement. Je suis arrivé chez lui, j'avais 12 ans. Donc, ça fait quand même déjà maintenant quelques années. Et l'évolution de cet homme, je parle l'homme de cheval, le cavalier que c'est, à avoir évolué dans son temps. Aujourd'hui, on le voit monter. Il est comme les meilleurs cavaliers du monde aujourd'hui. La légèreté, il a su évoluer à travers tous les temps. Parce que bien sûr, j'ai eu plein de discussions, il m'a raconté, je sais pratiquement toute sa vie, le nombre d'heures que j'ai passé en étant gamin avec lui, il m'a raconté toutes ses histoires, les anecdotes, il a tout connu. Voilà, de l'âge de pierre aujourd'hui, quoi, dans les chevaux. Non mais c'est ça, Non mais, voilà, quand il faut savoir qu'avant, on pouvait pas faire du concours sans piquer un cheval. Voilà, mais c'était une autre époque. Parce que c'était pas possible, c'était pas les mêmes chevaux, c'était pas le même matériel, tout est. Et lui, aujourd'hui, que vous m'avez posé la question tout à l'heure, est-ce que vous regrettez ce temps-là? Lui, il le regrette pas du tout, cette évolution. Mais, il m'en a parlé, il faut savoir que ça a existé, quoi. Voilà. C'est comme ça. Aujourd'hui, il est toujours à tes côtés pour t'épauler, un peu te guider quand t'as des doutes? Ouais, souvent, il est pas loin. Si j'ai besoin, je l'appelle. Quand il a besoin, il m'appelle. Voilà. On n'habite pas loin, on habite à moins d'1 heure, on habite à 40-45 minutes. Après, moi, en étant honnête, en tant que cavalier, j'ai mon système. De temps en temps, quand j'ai vraiment un problème, que j'ai besoin de son œil, je lui demande. Voilà, ça m'arrivait avec Soleil pour aller à Calgary. Juste avant de partir, j'étais tellement dans mon système, j'avais peur de m'enliser. Et du coup, il m'a donné un coup de main avant d'y aller, ça m'a bien servi. Tu as dit quelque chose dans une interview que tu as donnée pour le média Grand Prix. Tu as dit, il faut le reconnaître, j'étais vraiment nulle et je n'aimais pas ça.
Et eux ont conclu, Julien le persévérant s'entraîne sans relâche. Et si on peut faire un autre lien avec un autre épisode, c'est celui avec Kevin Stott, qui nous disait que lui aussi, il était nul. En tout cas, il estime que c'est pas un cavalier de talent, que c'est plutôt un besogneux, quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Comment toi tu te situes? Tu dis que tu n'étais pas bon, donc comment tu justifies, comment tu expliques le niveau, le talent, l'habilité que tu as aujourd'hui, la faculté que tu as à gagner autant d'épreuves avec autant de chevaux? Bah ouais, moi là je reviens complètement, je suis complètement d'accord avec ce que dit Kevin. Moi j'étais, comme il dit lui aussi pour lui, moi j'étais nul. D'ailleurs, l'anecdote, mon copain Julien Sermet, qui est un cavalier de western, qui est dans l'Isère, lui il avait une selle western. Et moi, j'avais une selle anglaise, une petite là que je m'étais achetée quand j'étais gamin. Et en fait, on avait demandé à nos parents pour les échanger. Pour que moi, j'ai la selle western pour faire le cosaque, le dressage, le western. Et lui, il voulait sauter. Et moi, je voulais surtout pas sauter, je détestais ça. Et aujourd'hui, lui, il est cavalier de western. Et moi, comme quoi, gamin, je détestais ça, j'étais pas bon. Et après, quand j'étais chez Michel, j'étais passionné de ça. Mais même Michel, vous pouvez lui redemander, hein, il dit que j'étais pas doué, hein. Et j'avais pas de talent, hein, mais j'ai toujours écouté les chevaux. En faisant mes débourrages depuis tout gamin, donc je me suis finalement mis un peu pas de Parelli ou chuchoteur tout seul en fait. J'avais pas le choix parce que j'aimais tellement les chevaux. Donc j'ai appris, je les ai regardés et ça je l'ai développé moi-même. Mais après pour sauter vraiment et tout ça, j'étais pas bon. Je vois, j'ai des copains, quand j'étais gamin, quand on sautait, ils faisaient 3 sauts, moi j'en faisais 15 avant d'arriver à la même chose, quoi. Mais à force de travailler, j'ai développé les sens. Ouais. Je pense que tous les sens que j'ai, c'est développés. Ils sont pas venus, ils sont pas du départ, là. On en voit beaucoup, hein, des cavaliers comme ça, cette binarité entre à la fois des cavaliers travailleurs, besogneux, etc., et des cavaliers plus de feeling. Est-ce que tu penses que le fait justement d'avoir travaillé plus, ça t'a apporté aussi quelque chose dans ta vie, à la fois professionnelle en tant que cavalier dans la structure, mais aussi personnelle? Je sais pas. Apporter quelque chose, peut-être de mal, ouais. de penser, peut-être pas assez penser à ma femme et mon fils de temps en temps et rester trop dans le travail, d'être un peu trop borné avec des œillères dans le travail, même si j'essaye de progresser, d'aller le chercher, de passer du temps, voilà. J'essaye de progresser, hein, mais je sais pas. C'est intéressant, je m'attendais pas du tout à cette réponse-là. Oui. Par contre, tu nous amènes sur un truc dont on n'avait pas forcément prévu de parler, mais c'est vrai que le haut niveau, ça demande énormément de temps, Oui. d'énergie, beaucoup de déplacements. Comment est-ce que tu arrives justement à gérer ça entre ta vie de famille et ta vie professionnelle? Comment est-ce que tu fais pour tout gérer et comment est-ce que tu vois l'avenir? Est-ce que tu as envie, toi, de passer tous tes week-ends, d'aller aux 4 coins du monde ou est-ce que tu as besoin et envie de revenir ici, te recentrer sur tes écuries, ta famille et ton travail un peu du quotidien? Ouais, non, là, faire ça à tous les week-ends, 52 week-ends par année, non. Non, parce que j'ai envie de garder ma femme et puis que mon bébé le voir grandir et passer du temps avec. Donc j'ai envie de trouver un équilibre. Je pense qu'il est possible, peut-être que je serai jamais numéro 1 mondial, hein, mais d'arriver quand même dans les meilleurs cavaliers mondiaux avec des bons chevaux, les concours où on va, donc on doit pas se louper. Mais d'un autre côté, si on est bien dans sa tête, on est reposé parce qu'on a une vie familiale stable et tout ça, plutôt que de pas avoir de stabilité familiale et puis de se barrer tout le temps, je crois qu'à la fin c'est possible. D'ailleurs, aujourd'hui, tu te considères comment? Parce qu'on a vite fait d'étiqueter un peu les gens. On va dire, il y a le cavalier jeunes chevaux, il y a le cavalier régional, national, qui fait un peu, tu vois, les pro 1, les pro élite, et puis les cavaliers du top niveau international. Toi, tu fais un peu tout, en fait. Ouais, j'arrive à tout faire, ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Et du coup, tu te mettrais quelle étiquette sur le front si tu devais réfléchir à ton statut de cavalier? Bon, je peux toutes les avoir. Hein. En même temps, je peux très bien virer tous les jeunes chevaux et me vendre auprès de sponsors. J'ai déjà eu des propositions de gens qui m'ont proposé un portefeuille pour acheter des chevaux pour faire du haut niveau. Mais finalement, parce qu'eux, ils ont envie de le faire, de passer du temps. Mais moi, je n'ai pas envie. Je le fais avec des copains, mais pas parce que quelqu'un me dit tiens, j'ai envie que tu montes pour moi, j'ai 3 millions de budget, on doit acheter 2 chevaux, ça fait 1,5 million par cheval. On achète et tu fais du haut niveau. Non, ça j'ai pas envie. Donc l'étiquette vraiment du cavalier du haut niveau qui cherche de l'argent pour acheter des chevaux ou des partenaires, non. J'ai des chevaux avec des copains, mais avec des copains. C'est-à-dire que quand je vais faire les foins ou que je fais une dalle en béton, je les appelle, ils viennent m'aider.
Ils viennent avec moi à Lyon, mais ils viennent avec moi faire une dalle en béton quand il y a besoin de faire des travaux, couper des arbres, voilà. Mais ça, c'est une vraie question parce que tu es extrêmement performant dans le circuit du Grand National, tu es extrêmement performant quand tu vas d'en faire une Coupe du Monde, en tout cas tu essayes de l'être toujours. Mais est-ce que tu as cette ambition-là d'atteindre le tout haut niveau, voilà? J'aimerais arriver à faire vraiment tout en haut pendant un moment, voilà, mais avec mon système. D'accord. Voilà, mais pas là à mettre en péril ma vie familiale, à défoncer mes 10 chevaux qui vont bien parce que du coup je veux tellement faire du haut niveau, même ceux qui sont pas prêts, je veux leur tirer dessus, les emmener. Aujourd'hui, j'ai assez d'expérience maintenant pour pas vouloir griller des cartouches. Cette année, j'ai Caprice, mon deuxième bon cheval derrière Valou, qui a fait un 100% cette année. Il a sauté, je crois cette année, 7 grands prix de grands nationaux. Il en a fait 6 de suite sans faute. J'ai juste fait faute là à Saint-Lô parce que je le mettais en indoor pour la première fois et je voulais qu'il soit bien à Lyon. Donc il a vraiment sauté en roue libre la première semaine à ce que j'appelle en roue libre, c'est-à-dire que je l'ai pas aidé, enfin je l'ai pas foutu dans les barres, mais je l'ai vraiment fait en balade. Et du coup il a touché le 1 parce qu'il s'est fait avoir, parce qu'il m'a pas senti motivé. Voilà. Mais sinon je vais pas défoncer des chevaux. Voilà. Là par exemple je vais à Rouen, Caprice il fera toujours pas le Grand Prix, même s'il est sans faute dans le Grand Prix de la ville. À Vérone, le samedi soir, donc c'était quand même un Grand Prix 5 étoiles. Il a sauté, mais magnifique. C'est pas pour ça que maintenant qu'il fait ça, il va sauter un peu plus petit à Rouen. Voilà. Je veux le faire dans l'art que j'estime le faire bien. Mais c'est intéressant parce que je pense que beaucoup de jeunes cavaliers et moins jeunes d'ailleurs qui seraient aujourd'hui à ton niveau auraient envie de tout donner, de tout faire pour atteindre le très haut niveau parce que c'est ce qui fait rêver. Enfin voilà, on va pas se mentir. Et je trouve que c'est intéressant le recul que tu as là-dessus. Ouais. Là, par exemple, en ce moment, j'ai sollicité Genève pour pouvoir faire Genève. C'est pas facile à rentrer. Mais quand on voit qu'il y a, je sais pas, donc j'ai vendu 2017. En 2015 ou 2016, je suis 4e de la Coupe du Monde de Lyon avec Soleil. Et pour moi, c'était ma fin de saison. Le cheval avait beaucoup évolué dans la saison parce que Soleil, c'était un cheval particulier, mais qui était très, très généreux. S'il pouvait faire des fautes, c'est parce qu'il y avait trop de oui, trop envie, trop. C'est pas parce qu'il avait pas envie. Voilà. Et du coup, je suis 4e de la Coupe du Monde. La semaine d'après, il y avait Vérone. Philippe Gerda, à l'époque, était là. Tiens, viens à Vérone. Je dis non, mon cheval, il se repose. Voilà. J'ai dit, cette année, il a fait une grosse saison. Il a très bien fait. Je lui fous la paix. Voilà. Alors qu'il y en a plein qui auraient pu embrayer après. Voilà. J'ai voulu l'économiser. J'étais invité à Genève. Je pouvais sauter Genève. J'ai refusé Genève. Tout ça parce que j'avais estimé que le cheval avait assez progressé. Et plutôt d'aller sauter la Coupe du Monde de Vérone, le Grand Prix de... je pouvais faire tous les Grands Prix après. Mais non, j'ai dit stop, le cheval il saute plus cette année, il se repose. Voilà. Après, y en a qui disent allez, viens, fais, c'est le moment. Mais moi, pour moi, le moment où je sens que tout va bien, je le fais. Si je sens que ça va pas, j'y vais pas. Tu as dit quelque chose tout à l'heure sur lequel je voulais revenir. Tu as dit que tu t'associais avec des copains. Et donc, à l'instar de la laiterie, et je vais en citer qu'un autre parce que je ne connais pas les autres propriétaires que tu as, mais je vais dire coucou Mélanie et la famille de Mélanie. Oui. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un peu sur quelle base tu réfléchis à ces partenariats? Qu'est-ce qui fait que tu vas dire ok, oui, là j'ai envie de vous rejoindre, j'ai envie qu'on collabore et là, oui, je suis d'accord pour qu'on ait un projet sportif commun? En fait, après, avec mes copains, avec Fabrice, Daniel et Jérôme, mes 3 meilleurs potes avec qui j'ai des chevaux, même si j'ai des chevaux avec beaucoup de gens quand même, mais eux, c'est témoins de mon mariage et tout, avec Olivier Robert, Benoît Cernin, mon copain Raffu, enfin toute ma clique de copains. Et du coup, la laiterie, quand ils m'ont proposé l'année dernière, donc pour moi, il n'y avait pas de problème dans la façon que ça s'est fait, parce que c'est pas comme si je devais récupérer une écurie de chevaux à eux et virer les miens. Eux, c'était un partenariat sans chevaux. Donc, en fait, c'était tout sur mesure. Ce qu'ils avaient envie, c'est ce que je pouvais offrir aussi. Voilà. Enfin bon, on est copains. S'ils me l'ont proposé, c'est qu'en me connaissant, ils savaient très bien ce que je voulais pas non plus. Donc, c'est du sur mesure. Voilà. Peut-être qu'un jour, on aura un cheval ensemble, mais j'en sais rien. Et puis, si on n'en a jamais, c'est pas un problème parce que comme ça, on s'entend très bien. On travaille ensemble. Johan, sur les concours, on bosse ensemble. On doit se parler pratiquement tous les jours au téléphone. Voilà. Et c'est vraiment important pour toi de travailler avec des gens avec qui tu as de l'affect? Ah bah ouais, si j'ai pas envie de les voir, je citerai pas le nom, mais le nombre de gens... Non mais c'est vrai, le nombre de gens en concours que je vois, putain, mes propriétaires, ils arrivent, je vais aller bouffer avec eux. Ah ça, jamais je me le suis dit. Hein.
J'ai aussi lu, alors je connaissais pas cette information, que tu avais été atteint ou que tu es toujours atteint, je sais pas, d'une sclérose en plaques. Je sais pas si tu es OK pour qu'on en parle Oui, ou on peut pas. en parler. J'imagine que c'est quelque chose qui t'a fait prendre du recul. On en avait aussi parlé dans un autre épisode avec Jérôme Guéry qui lui aussi avait connu une période un peu compliquée au niveau de la santé. Oui. Comment est-ce que tu as géré cette période de ta vie et avec du recul, est-ce que ça t'a apporté des choses sur la façon de voir, de voir ta vie? Ah bah on la voit différemment. Hein. Bah j'ai pas eu que ça, hein. J'ai eu d'autres merdes aussi. Hein. J'ai pas eu. Mais en fait, à la fin, je rassure tout le monde, j'ai pas eu la sclérose en plaques. Ah, Ok. Même si j'avais exactement les mêmes d'accord, symptômes, ok. c'est à cause du vaccin de l'hépatite B que j'ai réagi. Et en fait, en faisant beaucoup d'examens, au début, je savais pas ce que j'avais. Au début, j'avais la maladie des enfants de cœur parce que j'avais les genoux qui se tenaient plus, je pouvais plus me lever. Après, j'ai été paralysé du dos. Enfin, j'ai eu plein de problèmes. Je pouvais plus bouger les doigts. J'ai pas pu me servir de mes mains pendant je sais pas combien de mois. Ouais, j'étais paralysé. Hein. Je me paralysais par période. Voilà. Et puis plus ça allait, pire c'était. Je chopais des tétanies du cœur et tout le système neurologique. Et en fait, en France, ils ont fait des examens, les cellules nucléaires, et ils ont vu que j'étais atteint, ils ont dit, il a une sclérose en plaques, voilà. Et donc là, pour moi, c'était exclu que j'ai une carte d'invalide à 17 ans. Hein. Et c'est Michel Robert qui m'a emmené voir quelqu'un en Suisse. Toujours le même. Toujours Michel. Bah oui, c'est pour ça que je suis assez reconnaissant et que. Mais bon, il m'a emmené voir quelqu'un vraiment qui m'a soigné. Voilà, avec une médecine maintenant qu'on commence à voir en France, mais de la façon dont il l'a fait, encore personne ne l'a fait là-bas. Enfin, en France, elle se fait pas comme lui l'a fait. Voilà, et il a réussi à me remettre droit. Donc tous mes problèmes neurologiques qui faisaient que je me paralysais, que j'avais plus de motricité, que j'étais fatigué, il a pu tout m'enlever. Parce que j'ai fait aussi j'ai eu la maladie de Lyme à cause d'une tique qui m'avait piqué. Donc là, pareil, à nouveau paralysé et tout. Et lui, en étant en Suisse, en retournant là-bas, donc il a directement diagnostiqué, il m'a soigné. Ça allait très vite. Et en 15 jours, j'étais guéri de Lyme, alors qu'il y en a, ça fait des années qu'ils traînent ça en France et qu'ils n'arrivent pas à se soigner. Et une fois, j'ai fait une méningite aussi. Donc là, je suis carrément, quand on s'en est rendu compte, j'étais dans le coma. Mais encore heureusement, j'étais chez mes parents ce jour-là. Donc c'est mes parents en pleine nuit qui m'emmenaient à l'hôpital, raide comme à piquer dans le lit. J'avais fait une méningite. Et à cette suite de tout ça, quand j'ai eu la méningite, l'interne qui m'a piqué, elle m'a laissé une fuite du liquide céphalorachidien dans la colonne vertébrale. En gros, vous avez votre cerveau qui baigne dans un liquide, le liquide céphalorachidien, qui est géré par votre moelle épinière et le bulbe rachidien. Et c'est une pression, en fait. Et en fait, du fait de ce trou-là, donc il ponctionne en bas de la colonne pour voir la couleur du liquide, pour voir quelle est la maladie que vous avez. Et en fait, c'est resté, ça fuyait. Et donc, en fait, pendant 3-4 mois, je ne savais plus où j'habitais. Je restais dans le noir, photophobie. J'ai jamais vu passer le temps. Hein. Voilà. Et donc, si c'est une maladie, méningite virale ou pas, et du coup, moi, c'était bactérienne, du coup, c'était moins grave, parce que sinon, j'en serais mort. Hein. Et donc, à ce moment-là, j'avais les mois de Pépita. D'accord, Donc, ok. toutes les semaines, j'étais chez moi, je réengageais un concours, mais je pouvais pas y aller, je pouvais plus sortir de mon lit. Et là, Michel, un jour, est carrément venu à la maison, je crois, je me rappelle plus. Il y a des gens qui venaient me voir, mais j'étais dans le noir. Dès que je voyais la lumière, ça me rendait fou. Ou les fois où je suis sorti dehors, j'ai jamais pu traverser la route. Vous savez plus où vous habitez. On peut vous parler, mais voilà. Et donc, à ce moment-là, je savais pas combien de temps il me restait à vivre. Personne savait ce que j'avais. Et donc, on voulait m'acheter de la jument. J'ai dit, mais déjà, je sais pas combien de temps il me reste à vivre, donc je meurs dans 6 mois, ça va me servir à quoi de la vendre? Donc, je voulais pas la vendre. J'ai dit, quand j'irai mieux, je pourrai la monter, puis on verra le temps que ça dure. Et puis, en fait, voilà, j'ai réussi à être soigné. Mais ouais, j'ai eu à ce moment-là, donc, ça a commencé à cause du vaccin de l'hépatite B, j'avais 14-15 ans. Et ça a été vraiment au top de ma déchéance. J'avais 20-21 ans. Voilà, là où c'était vraiment une cata. Et donc après, petit à petit, j'ai été soigné jusqu'au jour où ça allait mieux, quoi. Tu penses que sportivement ou même humainement, ça t'a vraiment formé, ça t'a aussi apporté des qualités que tu n'aurais pas forgées, que tu n'aurais pas développées si tu n'avais pas eu tous ces pépins de santé dans le temps? Je sais pas.
on va relativiser un peu plus quand on a ça, et puis même après. Parce que quand vous êtes paralysé, que vous pouvez pas vous servir de vos mains, qu'il faut que ce soit vos parents qui le fassent. Enfin, j'ai été dans un état où qu'on se met à trembler dans tous les sens, on sait pas puis on peut plus rien faire, et puis on sait pas ce qu'on a. Parce qu'on dit, ok, oui, t'as la sclérose en plaques, mais c'est bien beau, mais du coup, je fais quoi? Je reste comme ça et je meurs. Et voilà, donc quelque part, oui, mais c'est du passé. Je l'ai au fond de moi, mais après, on a une nature humaine où quand on se soigne, parce qu'en fait, je me rendais pas compte de ma progression de la maladie. Et ok, il y a des jours où je pouvais plus bouger les doigts si j'essayais de bouger les doigts, mais je pleurais tellement que ça faisait mal. Mais en fait, une fois que vous êtes soigné, vous vous rendez compte dans l'état dans lequel j'étais, mais je me rendais pas forcément compte parce que quand ça se dégrade comme ça vous bouffe petit à petit et ouais, ça après c'est particulier. Et après, on va de l'avant, forcément. Ouais, voilà. Julien, on va arriver bientôt vers la fin de cette interview. Oui. On a 2-3 questions qu'on pose un peu à la fin. D'abord, t'as cité beaucoup de chevaux qui ont semblé importants pour toi. Oui. Kélémoi de Pépita, Soleil Sandro. de Cornu, Sandro, Idéfix. Si tu veux en garder un seul, un cheval qui a vraiment créé un déclic dans ta carrière, ce serait lequel? Non, je vais pas le faire parce qu'ils ont que c'était important. À chaque fois, ils font ça. Non. Non, Ok. après, si jamais vous avez eu qu'un cheval avec lequel vraiment vous avez eu le déclic, comme des gens, c'est un cheval qui leur a permis de... Mais non, ils étaient tous différents. Idéfix, c'était le petit merdeux, le petit couillon, il était... voilà. Kélémoi de Pépita, ça a été... une telle machine, parce que Kélémoi de Pépita, on l'a présenté à un cavalier lambda, on sautait 1m20. D'ailleurs, François Maty, le père de François Maty Junior, fait beaucoup de commerce. Il était venu la voir, la jument, avec un copain de Kevin Stott qui s'appelle Frédéric Bouvard, qui était le cavalier d'Hubert Bordy à l'époque, qui est en Belgique maintenant. Il s'était venu l'essayer. Hein. Il ne sautait pas plus haut que la table. Hein. Et elle est nulle, cette jument. Parce qu'elle était très spéciale. À 2 à l'heure, elle était nulle. Mais dès qu'on dépassait les 25 à l'heure, c'était venu une machine, c'était incroyable. Voilà. Après, ils avaient tous une personnalité soleil. J'irai à la guerre avec. Il était mauvais au départ, pas bon, parce qu'il était trop volontaire. C'était pas parce qu'il voulait pas. Donc, ils ont tous leur personnalité et ils m'ont tous apporté. Et j'ai passé de bons moments avec tous ces chevaux-là qui ont été pour moi, qui m'ont donné, qui m'ont appris. Et ce serait pas respectueux pour l'un d'entre eux de dire qu'un était mieux que les autres. Tu nous as parlé de ce petit Julien sans le sou. Est-ce que tu es maintenant, à bientôt 40 ans, très très bientôt, est-ce que tu es fier de la trajectoire que tu as eue, du parcours que tu as réussi à construire et puis de là où tu es arrivé aujourd'hui? Fier, non, j'ai beaucoup bossé. Si on me dit on refait, non, je le referai pas non plus. Ouais, je recommencerai pas. Après, fier, bien sûr, j'avais rien aujourd'hui dans 2 ans, je crois. Ouais, dans 2 ans, mes infrastructures sont toutes payées. Donc, ça, c'est, je voulais, avant 45 ans, plus avoir de prêt et je vais y arriver, je crois. Donc, j'avais emprunté sur 13 ans au lieu de faire 25 ans et tout ça. Donc, je m'étais mis beaucoup sur le dos. Donc, j'ai énormément travaillé. Peut-être pour ça que j'ai une vie familiale qui commence juste maintenant. Donc on est marié avec ma femme depuis pas si longtemps que ça, avec Jeanne. Et puis on a eu le bébé donc il y a 21 mois. Donc j'ai plein de copains de mon âge qui ont déjà des gamins qui ont 18 ans. Hein. Mais du coup ça m'a pris tellement de temps parce qu'il a fallu que je bosse pour pouvoir avancer. Fier, oui, je suis fier. Mais après, pour moi ça va jamais assez vite. Je fais jamais assez bien. Voilà, j'ai fait beaucoup de conneries que j'aurais pu éviter. Mais j'ai fait aussi des trucs assez bien qui m'ont permis d'avancer. Et dernière question, Julien, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Et est-ce que tu nourris des ambitions olympiques? Parce qu'on a parlé aussi justement du très haut niveau, mais on n'a pas parlé forcément de cette compétition-là qui est un peu différente aussi de toutes les autres. Oui. Alors bien sûr, je rêverais un jour de faire les championnats du monde, les Jeux olympiques. J'en rêve, mais encore une fois, pas au détriment de bouffer de la baraque, parce que aujourd'hui, j'ai un système financier qui est encore fragile. Hein. Je suis pas rendu à dire maintenant je m'en fous, ça rentre, c'est tout payé. Donc il me reste encore 2-3 ans encore où il faut que je me loupe pas financièrement et du coup professionnellement. Mais bien sûr que je rêverais de pouvoir fouler les Jeux Olympiques de Paris dans 3 ans, hein, en 2024, ça c'est sûr.
Je te promets que si tu vas au JO Paris 2024, on sera au bord de la piste avec le drapeau équidin. Voilà. Non, j'en rêve. Avec le cheval, j'en sais rien, parce qu'après, à chaque fois que j'ai dit, tiens, ce cheval, je vais aller là avec, j'ai jamais réussi. C'est toujours une surprise à la fin. Mais oui, j'aimerais bien. Mais à la fois, financièrement, il faut encore que je continue à renflouer les caisses. Et donc, la question aujourd'hui de est-ce que les chevaux que j'ai, ils seront vendus, ils seront encore là, ça, j'en sais rien. Voilà. Mais je rêverais de pouvoir le faire. Merci beaucoup, Julien. Merci pour à vous. ton temps, et on te souhaite une bonne soirée. À vous aussi, merci. Merci Julien. Voilà, cette heure d'échange avec Julien Gonin est terminée. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'oubliez pas de venir partager avec nous vos impressions et vos remarques après l'écoute de cette conversation en message privé sur Facebook ou Instagram. On se retrouve dans 2 semaines pour un épisode très concours complet. À très vite!